Bienvenue à tous et à toutes pour ce webinaire. Donc, comme j'imagine qu'après ces mois de confinement, vous êtes experts et expertes en webinaire. Donc, nous allons commencer dans quelques minutes, le temps que tout le monde arrive. Donc, merci pour votre patience et à tout de suite. Donc, bonjour à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Donc, comme je le disais précédemment, on va commencer dans quelques minutes, le temps que, comme je disais, que la salle se remplisse. Ah, et en plus, c'est en couleur. Voilà. Donc, désolée pour les personnes qui sont là depuis le début, mais je vais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes pour la troisième fois qui viennent d'arriver. On commence dans 2 minutes, donc c'est votre dernière chance d'aller vous chercher à boire, parce que ça va être intense.
Ok, donc bienvenue à tous et à toutes. Voilà, on va commencer. Du coup, je lance. Voilà. Donc, je laisse du coup Cédric Borel vous faire le petit mot d'accueil, l'introduction sur ce webinaire. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là pour ce webinaire sur les transféreurs. Qui sont-ils? Que font-ils? Quelles révolutions ils peuvent mener dans vos organisations? Et qu'est-ce que c'est que cette notion de transféreur? Vous allez tout savoir dans cette heure et demie avec les autres transféreurs et passeurs de savoir que sont côté équipe IFPEB, Alicia et Marine. Et puis, je remercie les spécialistes qui ont travaillé avec nous pendant une année et demie sur les transféreurs, Laurent Ezou, Gaëtan Brispierre et Delphine Labouze, qui nous ont éclairés sur la question des transféreurs et les ont découverts presque. Alors, c'est simplement ce propos introductif pour vous dire que nous, à l'Institut français pour la performance du bâtiment, entreprise aussi A4MT, Action pour la transformation des marchés, on a deux visions sur ce que sera on a une vision double de ce que sera la transition, nos transitions énergétiques, notre transition environnementale. Il y a bien d'un côté la technique et de l'autre côté, il y a les gens. Il y a bien une progression qui va se faire sur l'ensemble technologique qu'utilise l'humanité. Tout ça va progresser, tout ça va évoluer de manière extrêmement forte. Mais d'un autre côté, ce sont l'ensemble des humains qui les utilisent, qui vont réaliser, qui vont faire et qui vont créer cette transition énergétique, cette transition environnementale. Donc, il y a bien la technique et les humains. Et bien sûr, on voit bien que cette injonction de partir vers un monde bas carbone n'est pas simple et va bousculer énormément nos habitudes. On a découvert cet impact, ce fait de bousculer au sein de notre concours qu'on mène depuis cinq éditions maintenant, qui est le concours Cube 2020, dans lequel on voyait bien comment cette modalité de concours venait impacter les organisations, venait impacter les gens, et finalement les gens retrouvaient finalement ou mettaient en œuvre des solutions qui appartenaient à la sphère technique, mais au moins ils avaient compris, une vision collective s'était installée. Et quelque chose avait progressé dans l'organisation, quelque chose avait progressé dans pas mal d'individus. Ça remuait, ça bougeait et ça bousculait les habitudes et les pratiques pour sortir sur de nouvelles pratiques et sur de nouvelles valeurs intégrées dans les organisations. Et donc, la première étude qu'on avait faite visait véritablement à regarder quelles étaient finalement les composantes en termes de sociologie des organisations, quels étaient les ingrédients qui avaient permis justement de favoriser l'émergence de nouvelles pratiques plus vertueuses. Et au sein donc, c'était une grande étude qui s'appelait Sociocube. Et au sein de cette grande étude de Sociocube, on s'est rendu compte qu'il y avait des individus qui raisonnaient particulièrement à l'appel du développement durable, qui souhaitaient se jeter sur le projet, qui se révélaient eux-mêmes sur le projet et qui vivaient le projet assez intensément et avec soulagement parfois. Et ça nous a mis la puce à l'oreille. Il y avait des individus qui étaient donc pleins d'énergie. Cette énergie n'était pas utilisée par l'organisation complètement. Et il fallait qu'un programme extérieur, qu'une compétition vienne révéler finalement l'ensemble de cette énergie qui était dormante dans pas mal des collaborateurs, des organisations qui participaient au concours. Et ces gens-là faisaient un voyage formidable. Ils faisaient faire le voyage à leur organisation et faisaient un voyage eux-mêmes individuel formidable. Et on les a appelés, donc, dans cette recherche de 2 ans que nous vous présentons maintenant, on les a appelés des transféreurs de pratique. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est bien le transfert des habitudes et des gestes environnementaux et des valeurs entre la sphère personnelle et la sphère du travail. Les transféreurs, nous pensons qu'ils sont légion, nous pensons qu'ils ne se connaissent pas encore comme des transféreurs, nous pensons que les organisations ne les utilisent pas encore suffisamment tout le potentiel des transféreurs qu'ils ont dans leurs troupes pour justement créer les conditions d'un voyage collectif de l'organisation et de l'entreprise vers de nouveaux modèles. Donc, voilà, le message aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre, que vous compreniez avec l'ensemble des spécialistes qui ont travaillé avec nous, qui sont ces transféreurs, l'énergie qu'ils recèlent et le bien
l'évolution ou la révolution qu'ils pourront faire à vos organisations. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous laisse en compagnie de nos Sherpas et spécialistes qui nous ont vraiment permis d'avancer fortement sur la compréhension de ce qui nous occupe aujourd'hui. Merci Cédric. Donc on va entrer dans le vif du sujet avec un petit sondage que je vais vous faire apparaître à l'écran. Voilà, normalement vous devez voir apparaître, ce n'est pas un virus, il y a une sorte de pop-up devant votre écran. Donc je laisse un petit peu tourner. Pour l'instant, il y a une grande majorité de chez vous. Donc, globalement, on remarque que les éco-gestes se font plus à la maison. Et ça va complètement dans le sens de ce qui se dira par la suite. Très bien. Bon, je laisse tourner un petit peu le sondage. Bonjour à tous. Donc, nous allons commencer par vous présenter le déroulé de ce webinaire que nous avons voulu le plus interactif possible. Donc, vous l'avez vu avec, il y aura plusieurs petits sondages tout au long de la présentation. Nous commencerons d'abord, bien sûr, par une présentation de l'étude par nos chercheurs Gaëtan Brispierre, sociologue, et Delphine Labouze et Laurent Ozouchano, psychosociologue. À la suite de cette présentation, vous aurez un temps de questions et de réponses. Nous passerons ensuite à un retour d'expérience de transféreurs et de transféreuses grâce à une petite vidéo concoctée par l'IFPEB. Ensuite, nous vous parlerons des moyens de mobiliser les transferts. Nous avons préparé et nous mettons à votre disposition des ressources. Ce sera donc Alicia qui vous présentera cette partie. Et ensuite, nous vous parlerons des suites de cette étude, car nous sommes d'ores et déjà en train de préparer la suite. Et à la fin, un dernier temps d'échange où vous pourrez nous poser toutes vos dernières questions. Juste pour revenir sur le sondage, donc il y a 95% de personnes qui ont répondu qu'elles faisaient plus d'éco-gestes chez elles, 42% sur le lieu de travail, 24% dans l'espace public et 1% je ne réalise pas d'éco-gestes. Voilà, nous savons tout de vous maintenant, mais nous en saurons plus par la suite avec, comme le disait Marine, le reste des sondages. Donc je vais vous lancer la petite vidéo sur la présentation des transféreurs. Un petit instant, quand ça charge.
Ok, donc j'espère que tout le monde avait bien le son. Voilà. Je pense qu'on peut repasser à la suite. Je vous laisse la parole pour présenter cette superbe étude. Bonjour à tous, donc Gaëtan Brispierre, sociologue. Je suis très content de pouvoir présenter aujourd'hui une partie des résultats de ces recherches qu'on mène depuis plus de 2 ans. Voilà, donc je vais présenter l'approche sociologique que j'ai menée avec une sociologue qui s'appelle Anne Desrues. Et puis ensuite, Laurent et Delphine vous présenteront la partie psychosociologique. Donc voilà quelques-unes des questions auxquelles on va essayer de répondre à travers notre présentation. Donc dans quelles conditions les comportements pro-environnementaux réalisés par les individus à leur domicile sont transférés sur leur lieu de travail et vice-versa? Comment est-ce que le transfert peut être un vecteur de changement de comportement durable? Quels sont les leviers psychologiques, sociaux et organisationnels pour générer des transferts chez tout type de personnes? Quel peut être l'impact d'événements déclencheurs ou de journées tests sur le lieu de travail? Et enfin, comment susciter l'émergence des transferts, avec quels outils? Voilà, ça, ce sera plutôt l'équipe de l'IFPEB qui présentera les outils, les ressources de mobilisation à la fin. Alors nous, avec une approche sociologique qu'on a menée au début du projet, on a souhaité partir à la recherche des transféreurs. Il faudrait changer de diapo. Je ne sais pas si je peux le faire moi. Voilà, merci. Donc effectivement, parce que Cédric l'a dit, on avait une intuition qui était issue de ce projet de recherche sur la première édition du concours d'économie d'énergie CUBE 2020. Une intuition sur le fait qu'il se passait quelque chose d'intercalé entre le domicile et le travail en matière d'écologie. Et on savait par ailleurs que le transfert domicile-travail a fonctionné dans la diffusion des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc on se demandait, est-ce que finalement ça peut jouer également sur l'écologie? Et jusqu'à présent, ce phénomène du transfert est resté un peu dans l'angle mort des recherches, mais aussi des politiques publiques, qui ont tendance à séparer les différents domaines de consommation, qui segmentent d'un côté le logement et de l'autre côté le tertiaire, et puis qui s'adressent de manière préférentielle à l'individu comme consommateur, comme citoyen, et beaucoup moins comme salarié. Donc on a voulu explorer ce phénomène du transfert de pratiques environnementales domicile-travail. Alors pour raccourcir, je vais l'appeler transfert pendant le reste de la présentation. Voilà, on voulait à travers ce projet de recherche tout simplement attester de son existence, le mettre en lumière, le mettre en mots, mais on voulait également voir aussi dans quelles conditions ce phénomène de transfert pourrait être un vecteur de diffusion plus large des pratiques environnementales dans la société. Est-ce que finalement le transfert ne serait pas une nouvelle stratégie de changement de comportement sur laquelle on pourrait s'appuyer? Parce que parler de transfert par rapport à la vision technique dont parlait Cédric tout à l'heure, là, parler de transfert, c'est inverser justement la perspective, c'est prendre une vision anthropocentrée de la transition énergétique en partant de l'individu dans sa globalité et en le prenant non pas comme comme quelqu'un qui va bloquer le changement technique, mais plutôt comme le point de départ et le vecteur du changement. Et donc, on a mené avec Anne Desrues une enquête de terrain auprès de salariés transféreurs. Alors, j'expliquerai juste après ce que c'est. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on est allé dans une diversité d'organisations, des publics, des privés, des grandes, des petites, divers secteurs de l'économie également. On a interviewé 29 personnes, donc des transféreurs, mais aussi des managers, des collègues de transféreurs. Et puis, on a fait de l'observation. Alors, des visites commentées de lieux de travail, mais on a aussi voulu, est-ce que vous pouvez passer la diapo? On a voulu aussi demander aux gens de nous faire ce qu'on a appelé des books photos de leurs pratiques écologiques à domicile. Et donc, là, vous avez l'exemple d'une bonne élève qui a effectivement fait un book de ses pratiques zéro déchet à domicile.
Alors, premier ensemble de résultats, diapo suivante, autour de, finalement, qui sont ces transféreurs? On a 4 grands profils types, on a établi 4 grands profils en fonction du sens du transfert et du niveau d'expertise sur le développement durable. En haut, vous avez ceux qui transfèrent du domicile vers le travail. On a d'abord le partisan, qui est quelqu'un qui a un discours très écologique et qui a plein d'éco-gestes chez lui et qui va vouloir les implémenter sur son lieu de travail. Il dit « je suis quelqu'un d'entier ». Mais on a aussi le pragmatique. Alors lui, c'est plutôt quelqu'un qui a une éducation anti-gaspi. Soit il vient de milieu populaire ou il peut avoir grandi à la campagne. Et finalement, ça lui semble naturel de mettre en pratique ces gestes économes au travail. Voilà, mais il ne les interprète pas forcément sur un plan écologique. Dans l'autre sens, donc du travail vers le domicile, on a ce qu'on a appelé le professionnel. Lui, c'est un expert technique qui va s'appliquer à lui-même ce qu'il prescrit aux autres dans son travail. Et donc, il a cette citation, on sort enfin du fait ce que je dis, pas ce que je fais. Et puis, on a l'inspiré. Alors, l'inspiré, c'est plutôt quelqu'un qui a découvert le développement durable au travail et ça lui a ouvert les yeux sur le champ des possibles de ce qui pouvait changer à son domicile. Alors, ça vous donne un panorama de ces transféreurs. Maintenant, on va voir pourquoi transfèrent-ils. Alors, ils ont plein de bonnes raisons de transférer, mais si on devait les regrouper en 4 grandes logiques sociales, on les a mises sur ce schéma. On en a une qui nous a finalement assez étonnés. On s'y attendait pas en faisant cette enquête. On pensait trouver surtout des militants. Mais en fait, celle qui revient le plus souvent, qu'on retrouve chez quasiment tous les transféreurs, c'est la recherche du sens au travail. Hein, il y a un certain mal-être, hein, c'était dit dans la vidéo, un certain mal-être qui est issu de la dissonance cognitive qui s'installe entre une sensibilité écologique qui est en train de se développer dans le domaine personnel, dans la société civile, et ce que l'individu finalement doit porter au travail, ce que l'organisation lui fait porter comme pratique. Et donc, il y a un écart qui s'installe et qui crée du mal-être. Et finalement, le transfert va être une stratégie pour aligner ces sphères de vie avec ce que l'on est. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé la logique identitaire en bas du schéma à gauche. Une logique qu'on pouvait s'attendre à trouver, c'est une logique plus idéologique, donc il faut entendre ça au sens neutre, hein, plus militante, on va dire. Le transfert va être une manière de participer à la conversion écologique de la société en allant toucher ses collègues, hein, en influençant leurs pratiques. On a aussi 2 autres logiques à droite du schéma qui n'ont pas vraiment de rapport avec le développement durable parce qu'on voit que les transferts peuvent correspondre à une recherche de plus de convivialité au travail parce que ces pratiques de développement durable, elles vont permettre de développer des relations hors cadre hiérarchique, plus transverses, peut-être aussi plus chaleureuses. Et puis enfin, on voit que le transfert, ça peut apporter aussi des bénéfices individuels aux transféreurs, une montée en compétences sur la gestion de projet, par exemple. Ça peut être aussi de la reconnaissance sociale. Il va être plus visible dans l'entreprise parce qu'au-delà de sa fonction, il porte une certaine identité environnementale. Et puis également, voir en termes de changement de carrière, de changement de vie, c'est parfois des ruptures pour les gens. Alors la suite, c'est à quoi ressemblent finalement ces transferts. On a 2 formes différentes du transfert en fonction du sens. Quand on est dans le sens du domicile vers le travail, donc à gauche du schéma, le transfert est clairement un processus collectif qui va partir de l'individu pour aboutir à un changement dans l'organisation. Au départ, première étape, on a bien une initiative individuelle. Le transféreur va finalement être encouragé par un événement déclencheur qui va lui donner envie de diffuser plus largement ses propres pratiques durables à ses collègues. Donc ça peut être des choses assez banales dans l'organisation, comme un déménagement de bureau, mais ça peut être aussi des choses impulsées par l'organisation, comme la projection d'un film écolo dans l'amphithéâtre ou un concours d'économie d'énergie. On parlait de Cube 2020 tout à l'heure.
Mais l'étape pivot du transfert, c'est cette deuxième étape, alors qui n'est pas à l'initiative du transféreur, comme c'est marqué sur le schéma, c'est une erreur, mais c'est la création d'un groupe de collègues, un groupe support du transfert, qui vont être des collègues issus de différents services, mais qui vont être tous intéressés par le développement durable en général, ou tous intéressés à promouvoir une pratique en particulier, par exemple un groupe vélo-taf dans l'organisation. Donc, c'est des gens qui vont se réunir le midi, qui vont créer un groupe WhatsApp ou un groupe Yammer sur les réseaux sociaux d'entreprise. Et cette dynamique collective, elle va soutenir le transféreur et ils vont même mener ensemble des actions qui vont chercher à entraîner leurs collègues, alors des actions d'accompagnement individuel, de la communication, de l'organisation d'événements. Mais évidemment, ce groupe support, ça reste un groupe informel, un groupe amateur. Et ils n'ont souvent pas de temps dédié, ils n'ont pas non plus de budget, ce qui limite évidemment leur impact sur l'organisation. Et souvent, ce qu'on observe, c'est que le transfert cale à cette étape-là. Pourquoi? Parce que pour aboutir à la troisième étape, c'est-à-dire une généralisation des nouvelles pratiques durables à l'ensemble de l'entreprise, il va falloir convaincre toute une série de directions, à la fois de changer les règles de fonctionnement dans l'entreprise, mais aussi de changer les infrastructures matérielles. Je donne un exemple simple, mais par exemple, si on veut se débarrasser des gobelets en plastique pour le café, dans certaines entreprises, ça peut vouloir dire rendre le café gratuit, par exemple, et puis reconfigurer les machines à café pour éviter que le gobelet tombe systématiquement. C'est des choses qui peuvent paraître évidentes, mais qui demandent tout un tas de négociations en interne de l'organisation, et les transférants n'ont pas suffisamment de légitimité hiérarchique pour faire ça. Ils sont rarement soutenus par la RSE, tout simplement parce qu'elle les connaît pas. Alors, si on regarde le transfert dans l'autre sens, cette fois-ci, donc vers le domicile, du travail vers le domicile, dans notre enquête exploratoire, ce qu'on a surtout vu dans ce sens-là, c'est que ce sens-là concerne des professionnels du développement durable qui vont vouloir tester chez eux des solutions qu'ils prescrivent dans leur métier. Par exemple, ça va être une personne qui fait des audits énergétiques et qui va rénover sa maison BBC. Ça va être une personne du service environnement d'une mairie qui va tester d'installer un compost dans sa copropriété. On voit que ces gens-là, ils vont rencontrer des difficultés aussi pour aboutir, tout simplement parce que les négociations familiales ou avec les voisins sont presque aussi rudes que dans l'entreprise. Mais ils vont aussi en retirer un bénéfice professionnel, et c'est pour ça qu'il y a une flèche qui va dans l'autre sens. Il y a une rétroaction du transfert sur la posture professionnelle qui va se trouver renforcée par cette expérimentation domestique, car dans leur travail, ils vont pouvoir s'appuyer sur leur double expérience, à la fois leur expertise professionnelle, mais aussi leur expérience personnelle d'avoir essayé de transférer. Alors, diapo suivante, on va voir maintenant le potentiel de transfert dans chacun des domaines de consommation concernés par les transferts, alors plutôt vers le travail cette fois-ci. Dans le domaine des déchets, on voit que beaucoup reste encore à faire au travail, en entreprise, et c'est un domaine très investi par les transféreurs. Et bon, il y aurait beaucoup à dire, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le transfert du domicile vers le travail n'est pas un simple copier-coller de ce qu'on fait chez soi. Par exemple, le zéro déchet, qui est en plein développement aujourd'hui, va se transformer en travail au zéro papier, parce que c'est l'essentiel des déchets sur lesquels les salariés ont une marge de manœuvre. Et donc, on voit qu'il peut y avoir une réinterprétation des pratiques domestiques quand on les importe dans le cadre du travail. Le domaine de l'alimentation est aussi de plus en plus investi. On voit que le travail peut même devenir un lieu d'approvisionnement alimentaire. On voit des transféreurs qui font livrer des paniers à MAP, qui font livrer du pain bio à leur travail. Et ça peut même devenir un lieu de production agricole. Donc là, j'ai quelques photos dans la diapo suivante à montrer, qui sont des photos de potagers sur des lieux de travail, dans un lycée de professionnels, dans une université, voilà, dans un siège d'une entreprise de distribution.
Ce qui est intéressant, évidemment, c'est pas des potagers qui vont produire suffisamment pour nourrir les collègues et remplacer la cantine. Mais ce qui est intéressant, c'est que le travail de la terre nourrit les liens sociaux au travail. Et donc, on voit que les pratiques écologiques, elles ont un certain nombre de co-bénéfices qui peuvent profiter à l'entreprise. On revient à la diapo précédente et je termine sur les différents domaines. L'énergie, qui est un domaine où finalement le transfert se fait plutôt du travail vers le domicile parce qu'au travail, les salariés ont assez peu de marge de manœuvre. Hein, c'était dit dans la vidéo, le chauffage, c'est un sujet sensible socialement. Donc voilà, sauf dans les cas où il y a un programme de mobilisation comme CUB 2020 qui va créer un cadre favorable au transfert, on voit que le transfert se fait plutôt vers le domicile. Enfin, la mobilité. La mobilité, c'est un sujet de transfert par essence. Hein. Évidemment, il est intercalé entre le travail et le domicile. On remarque qu'il y a un certain décalage entre l'approche des entreprises sur ce sujet qui est assez techno. On va faire des grands plans de déplacement, on va acheter et proposer des voitures électriques aux salariés pour leur déplacement professionnel. Et de l'autre côté, les initiatives des salariés qui vont être plutôt sur le covoiturage, sur le développement du vélo pour leur trajet pendulaire. Et c'est des initiatives évidemment qui ont été boostées ces derniers temps avec à la fois la grève du début d'année et puis le déconfinement de ces dernières semaines. Dernière diapo pour vous présenter un peu la portée sociale de ce phénomène de transfert, parce que finalement le transfert, au-delà de ce qui se passe au niveau des individus, au niveau des organisations, on voit que c'est un phénomène qui questionne les normes sociales et culturelles à faire évoluer pour aller vers une société plus durable. D'abord, celle du cloisonnement vie privée, vie professionnelle, qui est une norme sociale finalement issue de la société industrielle et qui avait commencé à être remise en cause par le développement des outils digitaux. Et là, ce qu'on sent derrière le transfert, c'est qu'il y a clairement une aspiration aujourd'hui à plus de cohérence et à plus de perméabilité entre ces sphères de vie. Et le télétravail, je pense, et son développement est un bon exemple parce que même s'il a été accéléré par la situation de confinement, il était bien en développement depuis plusieurs années et il correspond à une demande des salariés aujourd'hui. Donc le transfert va dans le sens de cette perméabilité. Deuxième norme à remettre en cause, c'est la manière dont on voit aujourd'hui le travail. Le travail et le lieu de travail n'est pas seulement un lieu de production dans lequel la consommation va être encouragée parce qu'elle permet de produire plus. Hein, aujourd'hui, évidemment, la place du travail est remise en cause dans notre société et je pense que le transfert participe à changer de regard sur le travail en montrant que c'est aussi un lieu de consommation à part entière et trop souvent un lieu de surconsommation. Et je pense qu'on pourrait aller plus loin aujourd'hui dans la réflexion sur cette consommation au travail et comment la modérer finalement, et le transfert participe à cette réflexion. Troisième point, c'est finalement le travail est-il pas aujourd'hui en train de devenir un nouveau champ de bataille pour l'écologie, même si parfois on voit que les écolos au travail sont encore stigmatisés. On voit en parallèle que la génération des millennials aspire à s'engager davantage dans l'écologie au travail, comme un peu leurs aînés baby boomers ont pu s'engager en mai 68 sur le social. On le voit bien, hein, les lycéens aujourd'hui manifestent pour le climat. On voit qu'il y a des ingénieurs qui vont signer des chartes disant qu'ils ne travailleront pas dans des entreprises polluantes. Hein, et donc tous ces futurs travailleurs, voilà, ils vont rechercher des entreprises plutôt alignées avec leurs valeurs. Et donc on voit à quel point finalement les entreprises ont intérêt à anticiper, à bien prendre en compte ces aspirations des nouvelles générations. Et puis dernier point qui reboucle avec ma question de départ, finalement, est-ce qu'en s'appuyant sur le transfert, le travail pourrait devenir une puissante chambre d'écho des pratiques environnementales dans le reste de la société? Moi, je le crois parce que le travail a un potentiel de conditionnement matériel et social des pratiques
sans doute supérieur à celui du domicile. Le domicile reste un lieu de liberté individuelle, bien heureusement. Au travail, on est davantage contraint. Et donc, on peut se demander si en amenant davantage de pratiques écologiques dans le travail, ça permettrait à une majorité silencieuse d'expérimenter à grande échelle ces pratiques et donc de faciliter ensuite leur adoption à domicile. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je répondrai à vos questions après la présentation de l'approche psychosociale par Delphine Labouze. Bonjour à tous. Donc, je vais présenter la partie psychosociale au nom de Laurent Ozoul-Chagnaud et moi-même. Donc, Laurent est présent et sera là pour répondre à vos questions tout à l'heure. Donc, Laurent Ozoul-Chagnaud est professeur en psychologie sociale à l'Université de Dijon et moi-même, je suis également psychosociologue, mais je suis consultante chercheuse indépendante. Donc, je vais juste vous rappeler, avant de commencer, un petit peu ce qu'est la psychologie sociale, vu que c'est une discipline pas forcément toujours très bien connue de tout le monde. Et notre approche est vraiment complémentaire avec l'approche sociologique qui vient d'être présentée. Donc, la psychologie sociale, c'est une discipline scientifique qui essaie de comprendre et d'expliquer comment les pensées, les sentiments et les comportements des individus sont influencés par la présence des autres. Donc, on s'intéresse vraiment à différents niveaux qu'on va articuler. Donc, à la fois le niveau local et le niveau global, mais aussi le niveau individuel et le niveau collectif. On s'intéresse à la fois aux aspects cognitifs, donc ce qui se passe dans la tête des individus, leurs pensées, leurs sentiments, et aussi au niveau comportemental. Et ce qui est important d'avoir à l'idée, c'est qu'on va prendre en compte donc à la fois les facteurs individuels, mais aussi le poids du contexte, qui est parfois sous-évalué. On va avoir tendance, on a un biais qui fait qu'on a tendance à attribuer les comportements aux individus, et parfois on oublie le poids du contexte, et donc nous on va s'attacher à prendre en compte le rôle des facteurs sociaux et organisationnels. Donc on est dans une démarche de compréhension des comportements, de leurs leviers, de leurs freins, etc., pour ensuite agir, intervenir et évaluer l'impact de nos actions. Donc concrètement, sur la diapo suivante, on va voir la méthodologie qu'on a utilisée dans ce projet. Donc d'abord, on a fait une revue de la littérature internationale pour comprendre l'existence des transferts et pour voir qu'est-ce qui était déjà connu au niveau des scientifiques sur ces questions de transfert. Du coup, on a créé un modèle d'analyse théorique et on a fait une pré-enquête par questionnaire auprès de 375 salariés pour tester ce modèle d'analyse et voir quelles étaient les variables les plus importantes. On a ensuite réalisé une expérimentation au sein de 4 entreprises, 4 organisations tertiaires, donc BNP Paribas sur le thème du covoiturage, Sigfox sur le thème des économies d'énergie, EDF Protertia sur le thème du tri des déchets, et chez TF1 et BPI, c'était des ateliers éco-frugales, donc des ateliers de partage de solutions entre collègues. Donc en fait, pendant ces journées qu'on a appelées des journées tests, l'idée c'était que les salariés pouvaient accéder à différentes choses. Donc c'était dans le cadre d'un modèle mis en œuvre donc, par Laurent Ozoul-Chagnaud et ses collègues, qui s'appelle le modèle AEA, donc pour apprentissage, expérience, action. L'idée, c'était de leur permettre, pendant une journée, sur leur lieu de travail, d'apprendre de nouvelles choses sur une des thématiques du développement durable, d'expérimenter un nouveau comportement et de s'engager dans l'action. Et ensuite, on a évalué l'impact de ces journées tests à l'aide de questionnaires qu'on a passés avant la participation à la journée, un jour après et quelques mois plus tard. Et on a aussi fait une évaluation qualitative avec des entretiens semi-directifs. Donc, dans la diapo suivante, on va voir les principaux résultats. Donc, d'abord sur les journées tests, on a obtenu des changements de comportement effectifs, donc d'après les résultats à nos questionnaires et nos analyses statistiques, donc qui montrent l'efficacité du modèle AEA, puisque les salariés ont pu apprendre de nouvelles connaissances et de nouveaux savoir-faire grâce aux informations concrètes qu'ils ont reçues sur les stands auxquels ils ont participé pendant la journée test. Ensuite, on a mis en place donc un processus d'expérience, puisqu'ils ont pu expérimenter des nouveaux gestes, par exemple sur le tri des déchets ou sur les économies d'énergie, avec vraiment la participation active des salariés. Par exemple, ils allaient utiliser un wattmètre pour mesurer
combien consomme un ordinateur et différents équipements qu'on utilise au quotidien au travail. Et enfin, l'action, donc là l'idée c'était vraiment de les engager avec une procédure d'engagement et d'implémentation d'intention. Donc ça c'est une procédure qui vise à réduire le décalage entre les intentions et les comportements réels. Concrètement, ça va être préciser où, quand et comment je compte mettre en œuvre mon engagement. Donc plus on va faire une représentation mentale détaillée de notre intention, plus la probabilité qu'elle se transforme en comportement effectif sera élevée. Ce qui a aussi bien marché dans ces journées tests et qui a permis donc la mise en œuvre de ces changements de comportement, c'est le climat général qui était un climat très convivial, très agréable, de non-jugement et d'écoute. Donc là, surtout dans les ateliers éco-frugales où il y avait vraiment un partage entre salariés. Et donc, cette création de lien social est importante parce qu'elle permet une dynamique de groupe et donc d'être dans une démarche collective. Donc là, ça fait un petit peu écho à ce que Gaëtan a présenté juste avant. On a des comportements, des éco-gestes individuels, mais c'est important qu'ils s'insèrent dans une démarche collective, donc pour éviter les phénomènes de découragement, de sentiment d'isolement et de démotivation. Donc cette démarche collective est importante et elle permet aussi aux salariés de prendre conscience qu'ils partagent des valeurs environnementales, mais même d'autres valeurs communes avec leurs collègues. Très souvent, on ne sait pas sur le lieu de travail quelles sont les valeurs de nos collègues, quel est leur positionnement, leur sensibilité environnementale. Donc ça permet là de créer quelque chose de commun et aussi de redonner du sens à son travail, de faire quelque chose qui a du sens sur son lieu de travail. Et enfin, ces journées tests, ça rejoint aussi ce qui a été dit par Gaëtan tout à l'heure, ça permet de donner un cadre professionnel, une légitimité pour parler d'environnement au travail. Sur notre lieu de travail, on est là pour remplir un certain nombre de missions. On a une fiche de poste. Et la plupart du temps, les éco-gestes ne font pas partie de nos missions. Donc, on ne se sent pas forcément légitime pour aborder ces sujets avec nos collègues, pour proposer des idées, des recommandations, pour apporter des conseils, etc. Donc là, ça donne un cadre officiel pour en parler. Dans la diapo suivante, on va voir les résultats des questionnaires. Donc, pour l'instant, ne regardez pas, je n'ai pas la main sur le PowerPoint, donc je vous dis, ne regardez pas tout de suite le schéma, le graphique à droite, je vais en parler en dernier. En premier, ce qui est important de voir dans les questionnaires, c'est qu'on a observé des corrélations, donc des liens significatifs et positifs entre tous les comportements éco-responsables, on va dire, donc que ce soit le tri des déchets, les économies d'énergie, la mobilité durable. Ça veut dire qu'une personne qui agit très fréquemment sur le tri des déchets va aussi agir sur les économies d'énergie et sur la mobilité durable. Donc, on a une cohérence comportementale. Et on a aussi des corrélations qui sont positives et significatives entre les comportements que les individus réalisent chez eux et sur leur lieu de travail. Donc, ça confirme cette idée de transfert et c'est ce qu'on appelle la consistance comportementale entre différentes situations, entre différents lieux de vie. Et enfin, donc le dernier point, cette fois vous pouvez regarder le graphique, on voit que le geste qui est réalisé le plus fréquemment, puisque l'axe vertical c'est la fréquence, donc 1 c'était je le fais jamais et 6 je le fais toujours. Donc on voit le tri des déchets au domicile, donc en bleu c'est le domicile, la moyenne est à 5,81 sur 6, donc les personnes interrogées le font quasiment toujours. À l'inverse, les économies d'énergie au travail, donc tout à droite du graphique, c'est ce qui est le moins souvent réalisé. On est à 3,63 sur 6. Donc on voit qu'entre domicile et travail, déjà, il y a un écart important, puisque systématiquement, les personnes qu'on a interrogées réalisent plus d'éco-gestes au domicile qu'au travail. C'est cohérent avec le sondage qu'on a réalisé au début de ce webinaire. Et le tri des déchets est plus réalisé que les économies d'énergie. Donc on pourrait cibler de façon préférentielle des actions sur le lieu de travail, puisque là, il y a beaucoup plus de marge de progression qu'au domicile où parfois on a un effet plafond, et sur les économies d'énergie, parce que c'est un sujet qui est moins bien approprié, où il y a plus d'incertitudes et parfois moins de connaissances sur nos marges de manœuvre que le tri des déchets qui est déjà un peu plus répandu. Dans la diapo suivante, on va voir donc la suite des résultats. Donc, c'est l'ensemble des freins qu'on a identifiés par rapport au transfert. Donc, il y a des choses qui corroborent ce qui a été dit juste avant par Gaëtan, notamment parfois le manque de moyens ou d'infrastructures ou de disponibilité. Ça peut être très simplement quelqu'un qui est motivé pour faire le tri des déchets au travail, mais il n'y a pas de poubelle de tri.
On l'a vu aussi dans la petite vidéo introductive. En frein, on peut avoir la difficulté à trouver des consensus, donc que ce soit au domicile ou au travail, comme l'a dit Gaëtan. Parfois, on a du mal à obtenir l'adhésion de son entourage, de ses proches ou de ses collègues. Parce que aussi sur le lieu de travail, on a une hétérogénéité de la population, donc une diversité de profils. Ça peut générer des conflits, notamment quand on partage des open space où on doit se mettre d'accord sur un certain nombre de paramètres comme la température, donc ça peut générer des conflits. Et même si une personne est prête à transférer des comportements, elle peut être confrontée à des avis contradictoires aux siens sur son lieu de travail. On a aussi le fait qu'on a d'autres priorités. Donc là, on a plutôt axé sur le lieu de travail, mais même au domicile, les éco-gestes ne sont pas forcément notre priorité. Ça peut être des priorités en termes de confort, des priorités en termes de productivité. On retrouve ici dans les freins le manque de légitimité. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que sur le lieu de travail, on n'est pas là pour parler d'environnement, donc on peut avoir peur d'être intrusif ou d'être culpabilisant. Et enfin, donc, par rapport à l'organisation, on a des enjeux politiques et des enjeux d'image qui peuvent freiner les transferts. Et il faut bien avoir à l'esprit que les changements d'habitude dans le domaine environnemental et de façon générale prennent du temps et les changements collectifs sont encore plus lents que les changements individuels. Donc, il faut avoir à l'esprit que c'est une démarche sur le long terme qui doit être progressive. Dans la diapo suivante, on va voir qu'il y a un certain nombre de leviers. Donc, on a identifié les freins, mais bien sûr, on met en avant les leviers. Donc là, je n'ai pas pu faire apparaître case par case. Donc, on va commencer par les leviers identitaires, donc en haut à gauche. Donc, le levier principal qu'on a mis en avant, qui est vraiment central, c'est l'identité environnementale. Comment renforcer l'identité environnementale? L'identité environnementale, qu'est-ce que c'est? C'est concrètement, est-ce que les comportements pro-environnementaux et les valeurs environnementales sont importantes et centrales pour me définir, aussi bien d'un point de vue personnel que d'un point de vue professionnel. Donc, si on arrive à renforcer cette identité environnementale, à lui permettre de s'exprimer aussi bien au domicile qu'au travail, ça va favoriser les transferts. Parce que l'identité, c'est qui je suis. Je le transporte partout avec moi, que ce soit à mon domicile ou sur mon lieu de travail. Cette identité, elle est liée à ce qu'on appelle les causes internes. Ça veut dire concrètement, quand j'agis pour l'environnement, quand je réalise un éco-geste, ce qui est important, c'est de l'attribuer à des causes internes. Ça veut dire j'intériorise le comportement et je le fais parce que je ressens du plaisir quand je le fais, parce que c'est intéressant, parce que j'en ai la volonté et la motivation personnelle, ou parce que ça redonne du sens à ma vie ou à mon travail et que c'est en cohérence avec mes valeurs. Donc plus on va accentuer et renforcer ces causes internes, plus les transferts seront facilités. Et là encore, les causes internes, si on intériorise la cause, pour la raison pour laquelle j'agis, cette intériorisation, je la transporte partout avec moi. À l'inverse, si on a des causes externes, comme par exemple, je le fais parce que je n'ai pas le choix, j'ai été contraint, mes supérieurs hiérarchiques m'ont incité à le faire, ou alors j'espère une récompense ou je veux éviter une punition, toutes ces causes externes seront, dès qu'elles ne seront plus présentes, le comportement ne sera plus là. Donc si par exemple la cause externe, comme la récompense, est présente au travail et pas au domicile, on aura le comportement seulement au travail et pas au domicile. Donc ça ne va pas favoriser les transferts. Et enfin, les émotions positives, donc là c'est aussi lié aux causes internes et à l'identité environnementale, c'est il faut vraiment mettre en avant le fait que quand on agit pour protéger l'environnement, on ressent des émotions positives comme la fierté, la satisfaction, l'enthousiasme, la joie, etc. Au niveau des leviers contextuels, ce qui est important, c'est d'augmenter la similarité perçue entre le domicile et le travail. Concrètement, ça veut dire que plus les individus vont percevoir leur domicile et leur travail comme étant similaires, plus les transferts seront facilités. Ça va être similaire sur les moyens, sur les conditions matérielles, comme par exemple les poubelles de tri, mais aussi sur les comportements que je peux réaliser et sur les émotions que je peux ressentir. Et en parallèle, il faut aussi augmenter le sentiment de contrôle. Pour que la personne agisse de façon pro-environnementale au domicile et au travail, il faut qu'elle se sente capable de le faire, donc qu'elle ait des informations claires et des consignes précises, aussi bien à son domicile qu'à son travail. Souvent au travail, on a des consignes moins claires, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on doit mettre dans quelle poubelle, etc. Et pour augmenter le sentiment de contrôle, il faut aussi que les individus perçoivent leurs gestes comme étant efficaces. Donc là, il ne faut pas avoir de doute sur l'efficacité perçue du geste. Au niveau des leviers organisationnels,
Donc, c'est important pour favoriser les transferts, d'assurer des bonnes conditions de travail, donc de permettre aux salariés de ressentir un sentiment de bien-être et un sentiment de justice. Donc, il y a une théorie en psychologie sociale qui s'appelle la théorie de la justice organisationnelle. Pour favoriser les transferts, il faut que les salariés se sentent traités de façon juste et équitable sur leur lieu de travail. Il faut également, au niveau de la hiérarchie, qu'il y ait un accord qui soit donné et une légitimité pour s'investir sur ces projets environnementaux sur son temps de travail, avec un portage politique et une reconnaissance. Et être dans un management qui favorise la prise d'initiative, qui soutienne les initiatives individuelles et qui fasse confiance aux salariés. Et pour terminer, donc, on a aussi des leviers sociaux. Donc là, on va pouvoir utiliser le poids des normes sociales. Donc en communiquant à la fois sur les normes qu'on appelle descriptives, c'est qu'est-ce que mes collègues ou qu'est-ce que mes proches font en matière environnementale, quels sont les éco-gestes ou les initiatives individuelles de mes voisins, de mes collègues. Les normes injonctives, c'est qu'est-ce que les autres pensent, qu'est-ce qui est valorisé, qu'est-ce qui est approuvé dans mon groupe de pairs. Donc on peut communiquer en disant 30% de vos collègues sont favorables à tel ou tel sujet. Donc c'est important de faire des retours d'expérience et de montrer des témoignages qui vont dans ce sens. Et pour terminer, donc la dernière diapo sur les recommandations pour les politiques publiques notamment. Avant, il y a juste, excusez-moi, comme je n'ai pas le PowerPoint, un petit modèle, donc je vais passer très vite, c'est un modèle explicatif des transferts qui montre les principales dimensions que j'ai évoquées. Donc l'importance du sentiment de contrôle, qui va influencer l'intention d'agir, le rôle de l'identité environnementale et des habitudes, et ensuite le rôle de la similarité perçue entre le travail et le domicile, et entre les différents comportements. Donc ça, c'est un modèle d'analyse du coup qu'on a validé avec nos questionnaires. Donc j'en viens à la dernière diapo sur les recommandations. Donc ce qui est important, c'est de décloisonner les politiques publiques donc pour adopter une approche globale. Gaëtan en a parlé un petit peu. On va avoir tendance à cibler un domaine de consommation, par exemple le tri des déchets ou les économies d'énergie. On va cibler au travail ou au domicile, et nous on se rend compte qu'il faut vraiment décloisonner pour considérer l'individu dans sa globalité. Valoriser les transféreurs, aussi bien dans les médias, par la presse, mais aussi en interne dans leur organisation, et en faire des cibles de communication. Développer des cadres collectifs qui légitiment les transféreurs en interne, on en a parlé, il y a vraiment ce besoin de légitimité. Et quand on s'inscrit dans un dispositif national comme le concours CUB 2020, les ateliers éco-frugal ou le dispositif Sytergis, ça donne ce cadre collectif qui légitime ces transferts. Faire le lien entre les initiatives individuelles des transféreurs et les actions environnementales de l'organisation. Souvent, c'est déconnecté. On a un service RSE développement durable qui est déconnecté des initiatives individuelles. Donc, il faut faire ce lien et en profiter pour renforcer l'exemplarité de l'organisation et de la hiérarchie. Et enfin, créer des clubs locaux de transféreurs pour permettre cette mise en réseau sur un même territoire des transféreurs, pour les renforcer dans leurs actions par le partage d'expériences et aussi les soutenir avec des outils de communication, d'animation, etc. Voilà, j'en ai terminé. J'ai fait 2 minutes de plus que prévu. Désolée, on va rattraper ça et je vous remercie pour votre attention. Merci Gaëtan, Delphine et Laurent pour cette présentation. Alors, comme nous sommes avec des chercheurs, ils sont curieux de vous poser plus de questions. Mais promis, après, vous allez pouvoir leur poser directement vos propres questions. Donc, un nouveau sondage pour vous. Parmi vous, qui se sent transféreur? Alors, est-ce que vous êtes déjà transféreur ou transféreuse? Est-ce que vous aimeriez l'être? Est-ce que vous vous sentez transféreur contrarié après l'exposition de tous ces concepts? Ou est-ce que non? Eh bien, ça ne vous intéresse pas. Pour vous, c'est jamais de la vie. On a beaucoup de transféreurs et transféreuses qui sont très affirmés. On a quand même 15% qui aimeraient l'être et 13% qui, malheureusement, sont transféreurs ou transféreuses contrariés. Mais on pense qu'ils ne seront plus si contrariés que cela à la fin de cette présentation. Du moins, on l'espère. Alors, nous allons donc passer à un temps de questions-réponses. Vous pouvez nous écrire vos questions et nous allons les adresser à nos chercheurs.
Alors Alicia, est-ce qu'on a? Alors, on a une question concernant, alors, les transféreurs ne sont-ils pas souvent les ambassadeurs des démarches éco-responsables pour lesquelles on tire un peu plus les liens? Alors, je ne sais pas si la question est… J'ai pas compris la fin. Pour lequel? Oui, pour lesquels on tire un peu plus les liens. Je ne sais pas si je pense qu'il y a une suite, mais en gros, est-ce que c'est pas les ambassadeurs des démarches éco-responsables? Moi, je peux répondre à cette question pour dire que sans doute une partie, oui, mais dans l'enquête, moi, ce que j'ai vu, c'est souvent des gens qui agissaient sous le radar des directions RSE ou des services environnement de l'entreprise. Ça se passait à l'intérieur des services, à l'intérieur des business units, sans forcément qu'il y ait de lien avec les services en charge de la transformation écologique de l'entreprise. Donc oui, effectivement, on est tombé sur certaines personnes qui avaient réussi à faire le lien avec la RSE, mais très souvent, c'était pas le cas. Et c'est ce qui, je pense, est important à considérer, c'est que voilà, je pense que les RSE ont aujourd'hui une transformation à mener pour mieux travailler justement à partir des initiatives des salariés. Ok, merci Gaëtan, j'espère que ça a répondu à la question. J'ai une personne qui a l'air très motivée et qui demande quelle direction convaincre en priorité. Est-ce que c'est la RSE, les moyens généraux, le facility management? Bonne question à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse. Ça dépend un peu de la situation. Il n'y a pas toujours des RSE partout. Hein, ça dépend de la taille de l'entreprise. Voilà, on sait que dans les PME notamment, ça passe beaucoup par le chef d'entreprise. Donc c'est un lien qu'il faut faire. S'il est évidemment à l'écoute sur les questions environnementales, ça va favoriser les initiatives. Après, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau du management intermédiaire. Hein, ce qu'on a pu voir, c'est que le management était non seulement pas forcément relais sur ces questions de pratiques écologiques au travail, mais parfois pas exemplaire non plus, ce qui finalement dissuade un peu les salariés. Donc après, sur les directions à convaincre, ça dépend des différentes actions que vous voulez mettre en place, mais on sait que voilà, les directions qu'on retrouve souvent, c'est les RH, la com interne, qui sont souvent ensemble, les services généraux, évidemment, parce qu'il y a tout un tas de paramètres du bâtiment à modifier, la direction générale, les RSE, voilà, c'est ces services-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, il y en a énormément d'ailleurs. Je me dis que sûrement, de toute façon, c'était prévu de faire une session questions-réponses à la fin. Comment avez-vous fait pour renforcer l'attribution interne des éco-gestes? Vous êtes-vous basé sur la théorie de l'autodétermination? Ça, c'est une question pour les psychosociologues. J'ai pas entendu le début de la question, mais c'est pour les motivations. Est-ce qu'on s'est basé sur la théorie de l'autodétermination? Bah oui. Comment avez-vous fait pour renforcer l'attribution interne des éco-gestes? Non, ça c'est une recommandation. Nous, on a mesuré, mais on n'a pas renforcé l'attribution interne. Une recommandation, c'est de renforcer ces attributions internes. Et du coup, nous, on l'a simplement mesuré à travers des questionnaires. Tu peux peut-être réexpliquer ce que veut dire attribution interne? C'est ce que j'ai présenté dans les leviers identitaires. Donc, c'est attribuer son comportement à des causes internes. C'est le type d'explication qu'on peut apporter vis-à-vis de son comportement. Si on demande aux gens d'expliquer pourquoi ils sont prêts à transférer, une explication interne sera de dire parce que ça correspond à mes valeurs,
parce que ça correspond à ce qui me fait plaisir, à ce qui donne du sens, donc une explication qui est liée à la personne. Et ça s'oppose aux explications de type externe qui sont liées à l'environnement. Alors l'environnement au sens large, c'est-à-dire c'est parce que c'est la volonté de mon entreprise, c'est parce que mon chef me l'a demandé, etc., etc. Ou c'est parce qu'un collègue fait pression sur moi. Voilà. Donc on oppose les deux et on retrouve un résultat qui est assez classique dans la littérature, c'est que les comportements qui sont durables et qui sont effectifs, c'est-à-dire qui vont au-delà du système de pensée, sont ceux qui s'appuient sur des explications internes, donc liées à la personne. C'est pour ça que Delphine parlait tout à l'heure d'intériorisation. À un certain moment, les valeurs, il ne faut pas simplement que ce soit une question de culture d'entreprise, il faut bien que ce soit intériorisé par le salarié pour pouvoir aller jusqu'au transfert. Ok, je vous remercie. En fait, il y a énormément de questions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de répondre un maximum à toutes les questions. Mais sachez que dans tous les cas, toutes vos questions sont enregistrées et qu'on fera le pont entre les chercheurs et vous pour pouvoir y répondre. Donc, toutes vos questions ne sont pas perdues. On va essayer d'y répondre à la fin de la session, mais là, on va enchaîner sur la suite pour pas perdre trop de temps sur le timing qui a été mis en place. Alors, nous allons passer à la partie retour d'expérience. Donc, nous allons vous diffuser une vidéo dans laquelle vous allez avoir le témoignage de transféreurs et de transféreuses et des initiatives qu'ils ont pu mettre en place et des obstacles qu'ils ont pu rencontrer en essayant de mettre en place ces initiatives. Et après, on compte sur vous pour que vous nous donniez vos témoignages aussi d'initiatives.
Alors, on va vous partager donc les résultats du sondage. Je vais me remettre sur la présentation. Donc, comme je l'ai annoncé, il y a une grande partie déjà de transféreurs qui sont déjà bien affirmés et une petite partie de contrariés ou qui ont envie de se lancer. Donc, on espère que cette présentation vous aidera en ce sens. On n'en a pas fini avec les sondages, puisqu'il y a encore un autre sondage qui arrive. Alors là, c'est avez-vous plus l'impression de transférer du domicile au travail, du travail au domicile, dans les deux sens. Donc, je le lance. Et surtout, bon, on a déjà beaucoup de vos retours, mais surtout n'hésitez pas à faire d'autres retours. Comme le disait Gaëtan, partagez aussi vos retours d'expérience. C'est toujours intéressant d'avoir, parce qu'on a rencontré des personnes, etc. Mais c'est toujours bien d'élargir et d'avoir toutes vos expériences. Ok, donc je ferme le sondage et je vais de nouveau vous partager, on adore vraiment les sondages, je vais vous partager les résultats. Donc, on remarque que c'est plutôt dans les deux sens ou plutôt du domicile vers le travail. Et il y a 16% qui est du travail vers le domicile. Voilà. Il y avait certaines questions, notamment sur comment transformer, comment arriver à convaincre les managers, les directeurs. Donc là, on arrive à tous les supports qui, j'espère, vont répondre à vos questions. Donc, on va vous présenter comment mobiliser les transferts. Donc, je vais mettre le sondage. Normalement, on est bien revenu à la présentation. Très bien. Donc, les études sociologiques et psychosociologiques ont permis, comme vous l'avez vu, de dresser des grands principes, des modèles, des profils types, des données de terrain sur les transféreurs. Donc, on en sait un peu plus sur ces créatures auparavant mystérieuses, donc vous. Et la réflexion a été comment aider ces individus à agir et étendre leur diffusion. Comment faire connaître ce principe en entreprise pour libérer les énergies des transféreurs. Et ensuite, à plus grande échelle, donner les clés et leviers de compréhension et d'action aux décideurs publics pour de grandes politiques de conduite du changement, de comportement dans le domaine du développement durable. Donc, riche de la théorie et des données terrain, donc tous les entretiens dont il était question, nous avons pu développer des supports. Et la question, bien sûr, qui nous a traversé pour toute la réalisation de ces supports, c'est comment aider les transféreurs à agir. Donc, ça passe, dans un premier temps, par une compréhension des phénomènes du transfert. Donc, dans un premier temps, il y a nos trois chercheurs qui ont fait un rapport. Donc, c'est le livrable final qui a été remis à l'ADEME. Et là, c'est le rapport qui centralise toutes les données, donc toutes les études dont nous vous avons parlé précédemment, les rencontres, les échanges, les grands principes théoriques. C'est une vraie mine d'or pour tout mineur d'informations sur les transferts et les transféreuses. Donc, c'est le fruit de 2 ans et demi de travail pour la recherche sociologique et psychosociologique. Ensuite, il y a aussi la synthèse du rapport sociologique
qui est disponible en ligne et qui vous donne donc les grands leviers des transferts, les profils, comme nous en parlions précédemment, les conditions favorables au transfert. Donc voilà, c'est 8 pages qui résument l'étude sociologique. Donc encore plus, donc c'est la synthèse de la synthèse. Il y a aussi l'infographie qui contextualise graphiquement les grandes problématiques qui placent le phénomène de transfert au cœur de l'actualité. Alors, je crois que c'est en fait, voilà, ici. Donc, c'est vraiment essayer de faire comprendre en une page comment les transferts reprennent toutes les problématiques actuelles, donc la perte de sens au travail et l'éveil écologique. Donc voilà, c'est surtout une première accroche, en fait, une première approche du transfert. Donc c'est aussi un battage un petit peu adressé aux directions, aux managers, puisqu'on comprend mieux pourquoi les transféreurs peuvent avoir des freins. Donc tous nos 16% de transféreurs et transféreuses contrariés. Voilà, donc quels sont en général les freins et comment y remédier. Voilà. Donc c'est juste un petit avant-goût pour aller se ruer sur les études qui ont été faites. Ensuite, il y a, donc je reviens en fait, hein, parce que voilà, il y a la communication. Donc vraiment, ça c'est les vidéos que vous avez vues. Donc c'est une vidéo, la vidéo transfert, la toute première que vous avez vue sur vraiment qui sont les transféreurs, pourquoi transfèrent-ils. C'est une première accroche. Est-ce que vous vous reconnaissez? Voilà, c'est le message est clair, c'est est-ce que vous vous reconnaissez? Donc c'est que vous êtes un transféreur ou une transféreuse. L'enjeu, c'est de faire réaliser aux individus qui sont des transféreurs, parce qu'on remarque la plupart du temps que ces personnes sont des transféreurs, mais ne le savent pas. Donc, c'est pour les faire se réaliser. Donc, voilà, la vidéo a une double fonction, donc les faire réaliser qui sont transféreurs, mais aussi les rassurer, vous n'êtes pas seul, et leur donner des pistes d'action. En fait, il y a 3 fonctions. C'est aussi pour identifier des collègues et voilà, partager cette vidéo et que ça soit comme un questionnaire. Voilà, est-ce que toi c'est ça aussi? Moi j'ai eu ce résultat, moi aussi je suis transféreur. Donc voilà. Ensuite, pour communiquer sur les transféreurs, il y a aussi donc la vidéo de témoignage, donc je vais vous reparler rapidement, mais voilà, c'est montrer des vrais visages. Ces personnes-là, elles sont plus avancées dans leur chemin de transféreur, et c'est pour justement dire bon voilà, moi j'y suis arrivée, j'ai réussi, je me suis battue, donc pour toi c'est possible aussi. Voilà les difficultés que j'ai rencontrées, tu n'es pas seule dans ces problèmes, mais voilà comment je suis allée au-delà de toutes ces difficultés. Et c'est pour montrer aussi des réussites. Qu'on a vu que voilà, il y avait une transféreuse d'EDF qui a réussi à présenter en COMEX alors que ça faisait 1 an et demi qu'elle agissait dans l'illégalité. Voilà, pour reprendre ces termes. Donc après, il y a tous les outils d'action. Donc toutes ces fiches que je vais vous présenter rapidement. Donc là, c'est plutôt à l'attention des managers, des directions, donc RSE, des RH, toutes les personnes qui peuvent donner le cadre aux transféreurs. Donc là, la première fiche, c'est vraiment pour expliquer ce qu'il en est. Donc, qui sont les transféreurs, pourquoi transfèrent-ils en général, voilà, quel cheminement des transféreurs, comment ils évoluent en fait. Donc ça, c'est vraiment la première fiche qui pose les bases, quels freins ils rencontrent et surtout comment on peut avoir des premières pistes pour agir. Ensuite, la deuxième fiche, maintenant qu'on a posé le cadre, donc on sait vraiment qui ils sont et toute personne censée, tout manager censé se dit au final, quels sont les bénéfices? Mais bon, les bénéfices, justement, on les explique. Donc c'est tous les bénéfices pour les salariés, pour l'organisation en tant que telle, et aussi pour l'image RSE de l'entreprise. Ensuite, donc quels sont les bénéfices? Maintenant, comment les détecter? Comment valoriser ces transféreurs et surtout comment les reconnaître pour ensuite pouvoir agir avec eux. Donc là, c'est une fiche de détective pour essayer de voir qui sont les transféreurs et surtout comment savoir qui sont dans l'entreprise. La quatrième fiche, voilà, les managers ont réussi à détecter, à comprendre le phénomène des transferts et les transféreurs. Et maintenant, il y a des retours d'expérience, il y a des témoignages.
il y a des actions qui ont été mises en place, des actions collectives. Il y a vraiment des choses à mettre en avant. Alors, comment faire fructifier les actions en interne, mais aussi, bon, là, on voit juste l'aperçu de la fiche, mais au final, ce sont 2 pages. Enfin, j'ai oublié de vous dire, mais en fait, ce sont 2 pages. Donc, voilà. Et comment faire fructifier les actions en interne, mais aussi en externe, comment valoriser l'image de l'entreprise. Ensuite, donc, il y a donc l'infographie, je vous l'ai montré. Donc, il y a un tract qui est un peu un mix entre c'est un tract politique militant, mais qui n'est pas politique, mais en fait, c'est en 2 pages et vraiment, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces 3 phrases? Si oui, vous êtes transféreur ou transféreuse, tournez la page, vous pouvez agir, vous pouvez mobiliser des collègues, vous pouvez mobiliser votre direction RSE, vous pouvez échanger avec nous, nous vous laissons notre adresse et vous pouvez aussi vous afficher en tant que transféreur, c'est un vrai terme qui existe sur les réseaux sociaux. Voilà. Ensuite, en dernier livrable, il y a un petit clin d'œil aux décideurs publics puisque donc toute l'équipe a formulé une prescription justement aux décideurs, voilà, pour savoir comment agir et comment faire diffuser le principe de transfert et comment aider les transféreurs dans leur démarche. Voilà, au niveau des livrables, bien évidemment, nous vous enverrons tous les supports que je viens de vous présenter. C'est sur notre site et c'est bien organisé selon le type d'action. Donc voilà, on vous enverra tout, pas de problème du tout. Vous pouvez les partager à vos collègues, à vos directions. Voilà, ça peut être des outils pour vous et pour l'action. Donc, on va passer à la suite. Donc, je laisse Marine présenter la suite. Sur la base donc de ce qui vient d'être expliqué, les conditions sont réunies pour rechercher davantage d'impact au phénomène de transfert via une communication qui soit plus grand public et donc qui permette de faire exister le concept, de faire exister les transféreurs dans la société. Donc, nous sommes d'ores et déjà mis à travailler sur les suites de l'étude transfert, qui sera donc une enquête grand public menée avec l'Institut de sondage Harris Interactive. Elle aura lieu cet été et les résultats seront disponibles au début de l'automne. Donc, 2 logiques ont structuré la décision de poursuivre avec une enquête grand public. À la fois la volonté de confirmer et de compléter les résultats scientifiques avec une enquête qui soit représentative, donc avec une plus large population, et donc qui permette de corroborer les éléments des travaux scientifiques qui ont déjà été mis en valeur et éventuellement de corriger des biais qui auraient pu déjà être identifiés. Et la deuxième logique, c'est cette volonté d'utiliser cette enquête qui est plus représentative afin de pouvoir amplifier les résultats et donc d'utiliser ces résultats pour les porter au mieux au grand public via la presse. Ceci va nous permettre, en tout cas c'est le but, c'est l'objectif, de susciter massivement des transferts vertueux en suscitant des vocations, en faisant comprendre aux transféreurs leur capacité d'action, leur pouvoir, qu'ils se révèlent à eux-mêmes, qu'ils se rendent compte qu'ils sont transféreurs. Cela nous permettra également de faire exister le sujet dans la société en général, voilà, et de rendre compte en fait du potentiel de ce phénomène à agir et à faire changer les organisations, les postures individuelles et collectives dans la relation au développement durable, à la protection de l'environnement et à la transition écologique et énergétique. Donc, save the date, voilà, il y aura un nouveau webinaire cet automne, nous n'avons pas encore la date, mais probablement fin octobre, un webinaire de présentation des résultats de cette enquête transfert menée par Harris Interactive. Et on va vous transmettre un dernier sondage, promis, c'est le dernier. Donc maintenant, c'est vraiment, est-ce que vous êtes prêts à accélérer les transferts? Est-ce que vous avez, toutes ces présentations et tous ces supports vous ont motivé en ce sens? Donc voilà, nous attendons. On espère beaucoup de oui, je suis prêt sans vouloir. Je sais que c'est pas très scientifique d'influencer les résultats, mais on espère que cette présentation vous a motivé et que vous
voilà, vous sentez avoir les outils pour vous lancer. Voilà. Moi, je suis ravie. Il y a oui, je suis prêt et beaucoup de oui, et je compte embarquer mes collègues, bien évidemment. En attendant que les résultats se stabilisent, après, je vous partage le sondage. Voilà, je pense qu'on arrive à une stabilité. Je vais le fermer et je vous partage les résultats de suite. Donc, vous voyez, vous êtes nombreux à vouloir vous lancer. Donc, c'est très bien. Nous sommes ravis. Parfait. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va donc répondre aux questions. Normalement, je vous en ai attribué, Gaëtan, Delphine. Je ne sais pas si vous le voyez ou non. Oui, par contre, moi j'en ai une qui va plutôt vers Gaëtan. En quoi consistaient les visites commentées? Où est-ce que je suis censé les voir, ces questions? Normalement, via l'onglet questions, non, je crois. Sinon, sur le chat. Ouais, il va falloir me les lire, mais je vais déjà Ok. répondre à celle que posait Delphine. La visite commentée, c'était une technique d'observation en parallèle de l'entretien qu'on a pu mener avec les transféreurs qu'on a interrogés sur leur lieu de travail. Et donc l'idée, c'est que comme à travers leur transfert, ils se confrontent à la manière dont le lieu de travail favorise ou non les pratiques écologiques, c'était de faire un peu une visite du bâtiment pour qu'ils nous montrent les endroits où ils avaient pu agir ou les endroits où ils aimeraient agir. Donc je me souviens très bien, par exemple, je crois que c'était chez Sigfox, pour pas les nommer, d'une visite où on est allé regarder dans les poubelles de tri pour voir voilà, si les salariés effectivement appliquaient correctement ou pas le tri, puisqu'ils avaient mis en place toute une campagne autour de ça. Voilà, c'est pour donner un exemple. Et donc en parallèle, on avait aussi un dispositif d'observation au domicile. Et comme là, on n'allait pas chez les gens, on leur demandait de faire ce book domestique eux-mêmes, dont je vous ai montré un exemple dans la présentation. En sociologie, c'est toujours préférable de mixer les techniques de recueil de données entre l'entretien qui est du déclaratif et l'observation où on va voir directement les pratiques et les situations. Ok, merci. Oui, pardon. Alors, soit je lis quelques petits témoignages qu'on a eu dans le chat, soit vous pouvez, Delphine, tu peux continuer à répondre comme tu veux. Non, parce qu'après les deux autres, c'était plus des remarques qui n'apportent pas forcément donc je peux te laisser faire les témoignages. Ok, je vais lire quelques petites parties. Après, on continue bien sûr sur les questions. Donc, on a Isabelle Malo qui dit « Je travaille dans le développement durable et j'apprends beaucoup à travers mon métier. Je rencontre plutôt des difficultés à convaincre à la maison, vue comme une emmerdeuse par les ados, voire le conjoint. Économie d'eau, d'énergie, réduction des emballages, alimentation plus saine. » Donc voilà. Si vous voulez commenter, n'hésitez surtout pas. C'est marrant parce que là, c'est pas les collègues qui stigmatisent, c'est la famille qui fait des difficultés. Du coup, moi, sinon, je vais retrouver les questions que tu m'as attribuées. Donc, du coup, je peux éventuellement rebondir là-dessus. Notamment, il y a une question ou plutôt une remarque de la présidente du réseau FEVE, FEVE. Donc effectivement, c'est un réseau intéressant puisqu'il existe depuis bien avant l'étude qu'on a pu mener. Et justement, il vise à rassembler ces personnes qui agissent pour le développement durable au travail. Je crois qu'il est parti à Lyon, mais qu'il y a des implantations qui se développent. Voilà, créé en 2016. Donc je vous encourage si vous êtes transféreur ou intéressé par ce phénomène aussi, à aller voir un peu le site de ce réseau-là, qui finalement, on a vu que c'était dans une de nos recommandations, hein,
c'était de créer des clubs locaux de transféreurs, parce qu'ils sont souvent un peu isolés dans leur entreprise, même s'il y a ces groupes qui les supportent. Mais ils ont à gagner à se regrouper au niveau local pour s'encourager, partager des ressources, etc. Donc je pense que c'est la fonction de ce type de réseau qui par ailleurs est soutenu par l'ADEME si j'ai de bonnes informations. Voilà, donc finalement c'est un des liens qu'on peut faire avec ce qui existe déjà. Mais il y a d'autres initiatives, Delphine en a parlé, notamment la mise en place d'ateliers. Donc ça, c'est la société Éco-Frugal qui porte ça et qui permet d'outiller finalement des transféreurs qui voudraient en interne de leur entreprise monter un groupe de collègues sur ces questions de développement durable. Et donc, les ateliers Éco-Frugal, c'est un dispositif qui les accompagne pour faire ça. Et puis sur le plan de l'engagement presque plus politique, on a été en lien aussi avec le responsable d'un syndicat qui se monte autour de ces questions-là, qui s'appelle Printemps écologique, et qui défend l'idée qu'il pourrait y avoir des syndicats écologiques au sein des organisations. Donc c'est une autre forme aussi d'action dans ce domaine-là du transfert. Donc je crois qu'ils ont un site, ils ont publié une sorte de livre blanc, donc vous pourrez aussi aller voir ça. Voilà, donc en plus des ressources de mobilisation qu'a présenté l'équipe de l'IFPEB, il y a aussi ces différentes structures et initiatives avec duquel vous pouvez vous rapprocher et qui pourront vous aider dans vos actions. On ne t'entend plus, Alicia. Il faut que tu mettes ton micro. Si je ne réactive pas mon micro, c'est sûr qu'on ne m'entend plus. Merci beaucoup. Donc, ce que je disais, c'est que je vais juste, il y a quelques témoignages, donc je vais entrecouper vos réponses par voilà, ces témoignages-là. Donc, il y a Priscilla Rembamora qui a créé un réseau de transféreurs dans son entreprise qui compte aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs sur 1000. Nous avons obtenu l'écoute de la direction qui nous a missionné pour l'organisation de la convention entreprise, malheureusement reportée à cause du confinement. Autre défi en cours du réseau, zéro plastique jetable et tri des déchets, plus action de communication et sensibilisation des collaborateurs. Donc félicitations déjà. Voilà, donc ça c'est un des témoignages. Normalement, je vous ai transmis plus de questions. Est-ce que vous les avez? Alors moi je vois une question, avez-vous prévu d'étendre l'étude au-delà du secteur tertiaire vers le secteur industriel? Effectivement, l'enquête qu'on a menée était vraiment tournée sur des bâtiments tertiaires. Ça pouvait être des bureaux, mais ça pouvait être aussi des lycées ou des bibliothèques, par exemple, donc des établissements publics également. Par contre, effectivement, on n'a pas travaillé sur le secteur industriel. Voilà, pour l'instant, c'est pas prévu d'étendre l'étude là-dessus, mais effectivement, je pense qu'il y a des initiatives aussi dans ce domaine. Voilà, donc ça serait intéressant de le faire. Donc merci pour la piste de recherche. J'en profite juste parce que tout à l'heure, il y avait une question sur... Alors, je le fais très rapidement parce que ça sort un tout petit peu du cadre, mais c'est intéressant parce que ça fait écho à un des autres projets que l'IFPEB et le CEREMA gèrent, qui est CUBES. C'était sur les transferts justement à l'école. Et en effet, enfin, c'est une étude qui va être menée aussi sur le transfert des bonnes pratiques qui ont été apprises à l'école via un programme ambassadeur et un kit au domicile. Donc, ça sera calculé, enfin, toutes les économies d'énergie potentielles seront calculées sur 2 années pour voir si ça a eu un effet. Voilà, enfin, c'était juste une petite parenthèse par rapport à un message qui a été fait précédemment. Alors du coup, moi j'ai vu des nouvelles questions effectivement apparaître, donc je peux en répondre à une question qui vient d'Eddy Poitras de l'ADEME sur le rapprochement entre identité environnementale personnelle et identité environnementale de l'organisme ou de l'employeur n'était pas un axe majeur
de renforcement de l'efficacité de l'action. Effectivement, c'est ce qu'on préconise quand on parle de renforcer l'exemplarité et d'essayer de connecter entre ce qui se passe au niveau de la RSE, du développement durable et les initiatives individuelles. C'est l'idée de se dire que plus on va avoir cette cohérence globale et plus la politique environnementale de l'organisation va être visible, accessible, compréhensible, plus effectivement les transferts seront facilités. Donc effectivement, il y a l'identité environnementale individuelle et ensuite il y a comment on renforce cette identité environnementale collective et comment on met en avant l'exemplarité et la politique environnementale. Voilà, il y a certains projets dans lesquels on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui étaient mises en place, mais que les salariés n'en avaient pas forcément connaissance. Donc il y a aussi un travail de communication à faire pour mettre en avant les actions concrètes qui sont réalisées par l'entreprise sur ces questions environnementales. Il y avait une autre question autour du fait que j'ai un moment expliqué que la RSE ne connaissait pas les transféreurs. Donc la question, cela signifiait-il que la RSE n'y prête aucun intérêt ou que les transféreurs ne s'adressent pas à elle? Et c'est un petit peu des deux en fait. C'est vrai que les RSE aujourd'hui ont en tout cas c'est le sentiment que j'ai eu dans l'enquête, une approche très tournée vers des grands objectifs, vers la direction et pas forcément vers les initiatives des salariés. Donc c'est plutôt une approche top-down où effectivement on va fixer un objectif, essayer de déterminer les actions qu'il faudrait mener pour atteindre cet objectif et après on va chercher des volontaires pour porter les actions et on va avoir du mal à les trouver. C'est vrai qu'en portant plus d'attention aux transféreurs et donc aux initiatives des salariés, se dessine une autre posture pour les RSE qui est plus une posture de coach où finalement on ne va pas partir de grands objectifs stratégiques mais plutôt des envies des salariés et chercher à les accompagner, à les outiller pour qu'ils aillent le plus loin possible dans cette démarche-là et qu'elle ait le plus d'écho possible en interne de l'entreprise. Donc c'est, je pense, deux postures différentes qui peuvent être complémentaires et que voilà, les RSE peuvent avoir intérêt à développer cette approche plus bottom-up. Est-ce que vous avez d'autres questions attribuées ou non? Il y a des personnes, ah oui, j'en profite là, côté logistique, c'est un peu moins sympathique, mais pour le coup, les études sont bien en ligne. Je vous ai, du coup, Marine vous a envoyé le lien pour télécharger tous les supports. On vous les enverra bien évidemment par la suite. Également, le webinaire est enregistré, donc il y aura une rediffusion. Enfin, il y aura la vidéo sera en ligne sur YouTube. Et il y avait une autre question aussi sur ah ben je m'en souviens plus. Donc bon bah voilà. Mais en gros, ah oui, par rapport à la présentation, on vous enverra un PDF donc de la présentation par la suite. Donc ne vous inquiétez pas. Pour les personnes qui n'avaient pas de vidéo, pas de son, etc., on vous envoie tout. Donc pas de problème. Peut-être préciser juste qu'on a dépassé l'heure officielle de fin du webinaire, mais pour ceux qui veulent rester avec nous, on peut prendre encore quelques minutes pour répondre aux questions. Moi, parmi celles que j'ai eues, il y en a auxquelles je ne sais pas forcément répondre, mais peut-être que mes collègues pourront m'aider. Il y a une question, à quel point la taille de l'entreprise joue-t-elle sur la difficulté à réaliser les transferts, puis diffuser les pratiques plus largement? Alors nous, dans les enquêtes psychosociales, on n'a pas vu d'influence de la taille de l'entreprise, on a vu une influence de l'âge, qui plus l'âge augmente, plus la similarité perçue augmente, donc ça favorise les transferts. Le fait d'avoir des enfants qui renforce l'identité environnementale, qui est un levier clé du transfert, et le niveau de revenu, plus il est élevé, plus la centralité de l'identité est importante. Mais je n'ai pas eu de résultat sur la taille de l'entreprise. Alors je ne sais pas si mes collègues, vous avez des choses à dire sur l'influence de la taille de l'entreprise. Effectivement, moi, dans l'enquête qualitative, on a vu des organisations de tailles différentes. Dans plutôt des petites organisations, TPE, etc. La troisième étape du transfert, c'est-à-dire la diffusion dans l'organisation, est facilitée par le fait que
il y a une interconnaissance très forte au sein de l'organisation, et plus l'organisation est grande, plus la diffusion à grande échelle va être évidemment difficile. Par contre, du coup, ça me permet d'évoquer un point que je n'ai pas évoqué dans la présentation, qui est l'influence du mode de management. Plus que la taille en tant que telle, c'est peut-être plutôt ça, le mode de management, qui va faciliter ou non les transferts. On voit que dans des entreprises où le mode de management est resté très hiérarchique, où l'important c'est le respect des règles finalement, les transferts vont être un peu inhibés, noyés, à l'inverse des organisations qui ont plutôt pris un tournant où elles valorisent l'initiative individuelle des salariés, pas uniquement sur les aspects écologiques, y compris dans les domaines métiers, j'ai envie de dire. C'est ces entreprises où on part vraiment de ce que veulent faire les salariés, c'est là où on trouve finalement le plus de transferts. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on s'arrête là? Alors, il y a d'autres questions. Oui, pardon, vas-y Delphine. Du sens au travail. Donc c'est Léo Toussard qui nous dit: vous avez évoqué le fait que la question du sens au travail avait été régulièrement abordée par les salariés. Pouvez-vous en dire un peu plus sur ce qu'ils ont dit? En fait, c'était vraiment ce constat que participer à des projets en dehors de leur travail qui ont du sens, par exemple faire un potager partagé ou participer à un projet d'économie d'énergie, ça leur permettait de redonner du sens à leur travail, de redonner, en fait, ce qui a été dit aussi, c'est de redonner un nouveau souffle. Des personnes qui parfois se trouvaient dans des situations, comme on l'a évoqué, de dissonance cognitive parce qu'elles étaient très investies, très sensibilisées et qu'elles travaillent dans une entreprise qui n'est pas forcément dans cette même dynamique. J'ai rencontré une personne en entretien qui me disait se sentir vraiment complètement déconnectée entre ses préoccupations environnementales et son entreprise, qui songeait carrément à quitter son entreprise à cause de ça. Et le fait d'avoir participé aux ateliers éco-frugal, ça lui a redonné cette motivation et ça lui a permis de retrouver cette cohérence avec ses valeurs. Donc voilà, souvent ce qui ressort sur cette question de sens au travail, c'est des personnes qui me disent: mais finalement, j'ai l'impression que ce que je fais, je ne vois pas l'utilité sociale de mon travail et c'est pas en accord avec mes valeurs. Et donc, pouvoir transférer, ça permet de retrouver cet accord et se sentir aligné avec ses valeurs. Voilà. Et j'ai une autre question, j'en profite, sur l'impact. Donc c'est Alicia Steck qui nous demande est-ce que la thématique de l'impact du numérique sur l'environnement fait-elle partie des préoccupations de certains transféreurs rencontrés? Alors oui, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Et là, du coup, on a plus de transfert du travail vers le domicile sur l'impact de la vie numérique, des gens qui nous disent: mais moi, j'ai pris conscience que stocker les mails, ça consommait, que faire une recherche via un moteur de recherche, ça consommait. Donc des gens qui nous disent: au travail, du coup, j'essaie de réduire les mails, de les supprimer, j'essaie d'enregistrer dans les favoris et du coup, je le fais aussi chez moi. Donc il y a eu ce transfert. Alors effectivement, c'est peut-être moins une thématique qui est plus en développement, qui est moins présente que le tri des déchets, mais qui est en train d'émerger, effectivement. Oui, moi, j'ai pas eu ça dans l'enquête qualitative, mais elle date déjà de 2 ans. Et c'est vrai que c'est une thématique qui est montée en puissance là, ces derniers mois. On a prévu de mesurer ça dans le sondage. Donc on aura des chiffres à proposer là-dessus. Okay. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Dans tous les cas, comme je vous le disais, on va passer en revue toutes les questions par la suite. Donc, une autre question. Alors, à contrario, la prise en compte des initiatives des transféreurs n'ouvre-t-elle pas une gouvernance plus participative dans les organisations? Oui, c'est une bonne question ça, parce que effectivement aujourd'hui il y a un mouvement d'aplatissement des pyramides hiérarchiques et de ce qu'on appelle les entreprises libérées, alors qui
touche encore une part minoritaire des entreprises. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le phénomène de transfert questionne le fonctionnement hiérarchique traditionnel, ça c'est sûr. Mais le transféreur ne changera pas à lui tout seul le fonctionnement de l'entreprise. Voilà. Moi, je vous ai attribué toutes les questions, donc normalement, on a répondu globalement à tout. Même si c'est un plaisir d'échanger, on va peut-être, si vous êtes d'accord, mettre fin au webinaire. Et ce n'est que la fin d'une première étape, puisque voilà, il y a une suite, donc ce sera aussi l'occasion par la suite d'échanger sur toutes ces voilà, sur les études, sur vos expériences. Nous, on est très preneurs. Voilà, c'est un appel, mais on est très preneurs aussi de retour d'expérience pour alimenter la démarche. Donc, merci d'avance pour pour tous les retours que vous nous ferez. Voilà, ça inspire aussi. Enfin, c'est pour nous, pour faire connaître le projet, mais surtout pour inspirer toutes les personnes qui vont s'y mettre. Donc, merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci. À Bonne bientôt. journée tout le monde. À bientôt. Oui, à bientôt et bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir, bonne journée.